Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Le chef de l'État a présidé les travaux de la 19e séance du Conseil des ministres. Autre actualité nationale, conférence sur la protection et la préservation des récifs coralliens. Au Nouvel Mondial à présent dans la bande de Gaza, au nord à présent, 40 Palestiniens massacrés dans le bombardement d'une maison à Jabalia. Les détails dans ce journal de ce soir, le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Je vous le disais dans les titres, sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 3 décembre 2024, la 19e séance du Conseil des ministres. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour, le rapport avec le porte-parole du gouvernement par intérim. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 3 décembre 2024, la 19e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie. Première question, projet de loi portant approbation des comptes financiers du Fonds de garantie de Djibouti, appelé VOGAD pour l'exercice 2023. Les comptes financiers de l'exercice 2023 du VOGAD sont arrêtés en produit à 70 53 874 et en charge à 63 653 603 avec un résultat bénéficiaire à 6 400 000 francs Djibouti. Les produits de l'exercice s'élèvent ainsi à 70 millions et connaissent une légère baisse liée à la diminution des subventions, soit moins 3 millions de francs Djibouti. Les produits sont constitués de commissions de garantie à 4 millions de francs Djibouti et de la subvention de l'État s'élevant à 66 millions de francs Djibouti. Ainsi, ce premier projet de loi a été adopté, validé par le Conseil des ministres avec le FOGAD qui mobilise environ 664 millions de francs Djibouti sous forme de crédit et couvrant ainsi 189 prêts pour le PMI. Deuxième question, de projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2023 à l'Institut supérieur des sciences de la santé, autrement appelé ISSS. Les comptes financiers 2023 de l'ISSS sont arrêtés en produit à 279 700 000 francs Djibouti et en charge à 287 971 000 francs Djibouti. Les produits de l'exercice diminuent et passent de 285 millions en 2022 à 279 millions de francs Djibouti en 2023. La baisse des produits est liée à la diminution des revenus propres liés notamment aux droits d'inscription inhérents à la formation continue et aux revenus liés à la location de l'amphithéâtre. La subvention de l'État passe de 239 millions de francs Djibouti en 2022 à 237 millions de francs Djibouti en 2023. Au cours de l'année académique 2023, l'ISSS a accueilli 414 étudiants en formation initiale et continue de techniciens supérieurs répartis en 19 filières. 5 filières de la promotion 2021-2023 ont terminé leur formation et quitté l'Institut. Les formateurs enseignants sont constitués de 18 formateurs permanents et 92 enseignants vacataires. Troisième question à l'ordre du jour portant sur le projet de loi d'approbation de comptes financiers de l'exercice 2022 de l'Université de Djibouti. Les comptes financiers de l'Université de Djibouti pour l'exercice 2022 sont arrêtés en produit à 3 270 136 000 francs Djibouti et en charge 3 501 289 000 francs Djibouti.
Les produits de l'exercice connaissent une baisse de l'ordre de 121 millions de francs djibouti. Ils s'élèvent à 3 milliards 27 millions de francs djibouti en 2022 contre 3 milliards 391 millions de francs djibouti en 2021. Ces produits sont constitués des droits d'inscription de la formation initiale, environ 182 millions de droits d'inscription de revenus liés des droits d'inscription, des revenus liés à la formation continue de l'ordre de 85 millions de francs djibouti, ainsi que de la subvention de l'État à hauteur de 2 milliards 700 millions de francs djibouti. Au cours de la période 2022, l'Université de Djibouti a accueilli 11 216 étudiants. L'effectif du personnel s'élève quant à lui à 557 personnes contre 574 en 2021. Quatrième question portant sur le décret fixant les attributions et l'organisation de la direction des grandes entreprises. Le projet de décret porte sur la création d'une direction générale des grandes entreprises au sein de la direction générale de l'impôt. Ce texte s'inscrit dans une démarche globale qui vise à moderniser la gestion des recettes publiques en prenant en compte les défis numériques. Dans cette optique, la Direction générale des impôts a lancé un projet visant la mise en place d'un système intégré de gestion des opérations fiscales. Ce nouveau système remplacera celui précédent appelé Agir, qui date des années 2000. Ainsi, la création de la direction des grandes entreprises constitue pour l'administration fiscale une opportunité de rationaliser et simplifier pour les grandes entreprises de nouvelles procédures de gestion. Aussi, dès le lancement de la DGE, la procédure de paiement par virement bancaire devrait être généralisée à tous les impôts des entreprises relevantes de la DGE, anticipant ainsi le développement de télépaiements et par voie de conséquence pour lutter contre les détournements et lutter efficacement contre la corruption en rendant les paiements de plus en plus digital. Cinquième question, projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le projet prévisionnel de l'exercice 2025 de l'Université de Djibouti. Le budget prévisionnel de l'Université de Djibouti pour l'exercice 2025 est présenté en équilibre en produits et charges à la somme de 4 milliards 263 629 000 francs Djibouti. Il augmente de 5% par rapport à celui de 2024. La subvention de fonctionnement s'élève à 3 milliards 697 279 et augmente de plus de 81 millions par rapport au budget 2024. Elle est due au recrutement de nouveaux enseignants, soit au nombre de 22 et 15 personnels administratifs. La subvention d'investissement se chiffre à 200 350 000 francs Djibouti et connaît ainsi une augmentation. Le budget d'investissement s'élève à 318 850 en hausse de 75 millions. Ce budget est destiné à couvrir les dépenses relatives aux commandes de nouveaux ouvrages, l'aménagement de nouveaux laboratoires, l'acquisition de matériel pour les laboratoires, la construction de sanitaires au campus. En 2025, l'Université de Djibouti prévoit aussi l'installation d'un studio MOOC, Massive Open Online Courses. Le budget de l'université est tributaire de l'effectif étudiant de l'université qui s'élève à 11 655 étudiants pour la rentrée 2024-2025. Cette année, l'université a accueilli 3 992 bacheliers contre 4 125 l'année précédente. En matière de pédagogie, il est prévu la mise en place de nouvelles formations professionnelles de type bachelor, la poursuite du processus de masterisation de formation par la création de 2 masters en comptabilité audit et l'autre en ingénierie financière.
Dans la suite de ce 19e session du Conseil des ministres ont été examinés et approuvés plusieurs textes dans ces travaux. La suite du rapport, toujours avec le porte-parole du gouvernement par intérim. Sixième question, toujours du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Projet d'arrêté portant création et conditions d'obtention de diplôme d'état infirmier de bloc opératoire grade master de l'Institut supérieur des sciences de la santé, appelé ISSS. Le présent projet d'arrêté définit les conditions d'obtention du diplôme d'état d'infirmier de bloc opératoire conférant le grade de master. La formation conduisant au diplôme d'état infirmier de bloc opératoire est accessible aux candidats titulaires du diplôme d'état infirmier et ayant exercé au moins 5 ans dans un service de soins. La durée de la formation est de 2 années continues. La finalité de cette formation est de permettre à l'infirmier de bloc opératoire diplômé d'État d'assurer des soins de qualité au sein d'une équipe pluriprofessionnelle. L'adoption de projets de texte témoigne de la volonté du gouvernement de former des spécialistes dans plusieurs domaines capables de contribuer et de répondre aux besoins de développement du système national de santé. Septième question. Projet d'arrêté portant création et conditions d'obtention du diplôme cadre de santé de grade master de l'Institut supérieur des sciences de la santé. Le projet d'arrêté porte sur la création d'un nouveau diplôme intitulé cadre de santé grade master de l'Institut supérieur des sciences de la santé. La formation conduisant au diplôme cadre de santé est accessible aux candidats titulaires de diplôme d'État sage-femme et ayant exercé au moins 5 ans dans un service de soins. La formation se déroule sur 2 ans continus. L'adoption de ce projet d'arrêté vise à renforcer les ressources humaines de notre système de santé et de proposer des possibilités de poursuivre des études à travers les parcours de formation LMD. 8e question portée par le ministère de la Santé et portant projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le projet de budget prévisionnel 2025 du Centre hospitalier universitaire de Djibouti. Le présent budget prévisionnel 2025 du CHU de Djibouti est présenté en recette à 5 400 156 000 francs Djibouti et en dépenses à 5 400 millions de francs Djibouti. Le budget est en augmentation de plus de 239 millions de francs Djibouti. Il passe de 5 milliards en 2024 à 5 400 millions de francs Djibouti. Les recettes du CHU de Djibouti sont constituées de revenus de prestations, soit 1 800 millions de francs Djibouti, et de la subvention de l'État de l'ordre de 3 500 millions de francs Djibouti, dont 668 millions de francs Djibouti destinés aux investissements. Les dépenses de fonctionnement prévisionnelles s'élèvent à 4,47 milliards de francs Djibouti en 2025 contre 4 milliards 75 en 2024. Elles sont constituées des achats, mais également des autres charges externes et des charges du personnel. Ces dernières représentent environ 42% du budget final, du budget total. En 2025, le budget d'investissement du CHU de Djibouti s'élève à 922 millions de francs Djibouti. Ce budget est destiné aux frais de recherche et de formation, aux frais d'expertise, à l'acquisition de logiciels de renforcement du système et de digitalisation, mais aussi à l'acquisition d'équipements médicaux, notamment le remplacement de l'IRM, ainsi que les différents matériels nécessaires. Ministère du Commerce et du Tourisme. 9e question. Projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale ODEPIC de l'année 2025. Le budget prévisionnel de 2025 de l'ODEPIC est présenté en équilibre entre produits et charges
à 312 783 000 francs djibouti. Il n'y a pas de variation dans le budget car celui-ci correspond à celui de 2024 reconduit. Les recettes propres prévisionnelles de l'ODPIC d'un montant de 142 millions de francs djibouti sont constituées sur les produits de l'immatriculation au registre du commerce et les produits de dépôt de marques et les actes modificatifs. Les réalisations probables de 2023 sont supérieures et se chiffrent à 189 millions de francs djibouti. L'ODPIC prévoit en 2025 le déploiement de la stratégie de la promotion de la propriété industrielle appelée SPPI, la migration totale vers un système d'IPSA en for cloud et la valorisation des produits du terroir. En fin de séance, le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme a rendu compte de sa visite de travail à Botswana. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a également rendu compte de sa participation à la 16e édition du forum MEDES. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles a fait un rapport sur sa participation à la 16e édition du salon minier qui s'est tenu du 26 au 28 novembre à Dubaï. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a fait compte rendu de sa visite de travail qu'il a effectuée le 28 novembre à Yaoundé au Cameroun. La secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé a également rendu compte de sa visite de travail qu'elle a effectuée du 23 au 26 à Riyad, en Arabie Saoudite. Autre actualité de ce soir, ce mardi dans l'après-midi, le président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Dileta Mohamed Dileta, a accueilli au siège de l'institution parlementaire une délégation de haut niveau conduite par son Excellence M. Zhang, vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine. En présence des membres du bureau de l'Assemblée nationale, a également vu la participation de son Excellence M. Hu Bin, ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale a adressé ses remerciements chaleureux à son Excellence Zheng pour sa visite, ainsi qu'à M. Zhao Leji, président de l'APN, pour son soutien indéfectible. Le président a également mis en lumière des contributions majeures de la Chine au développement socio-économique de Djibouti, notamment à travers des projets structurants tels que l'adduction d'eau et d'électricité, la construction du Palais du Peuple, du Stade Hassan Goulet, de l'hôpital de Tadjoura et des logements sociaux. La coopération sino-djiboutienne s'étend également à des domaines stratégiques, comme l'atteste la présence unique d'une base logistique militaire chinoise à Djibouti. Le président Dileta Mohamed Dileta a conclu en appelant à intensifier ces échanges de contacts réguliers et constructifs entre les deux institutions parlementaires. M. Zhang Qingwei, vice-président de l'Assemblée nationale populaire de Chine, a exprimé ses vifs remerciements à son Excellence M. Dileta Mohamed Dileta, ainsi qu'aux membres du bureau pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait. M. Zhang a souligné que les relations bilatérales entre Djibouti et la Chine avaient franchi une nouvelle étape importante avec l'annonce par les deux chefs d'État, son Excellence M. Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, et son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, de l'élévation de leur partenariat au niveau stratégique global. Au-delà des relations bilatérales, le vice-président a également mis l'accent sur l'importance du partage d'expériences entre les deux organes législatifs, les opportunités qu'offre une telle collaboration pour mieux répondre aux défis contemporains. Sur le plan multilatéral, M. Zhang a insisté sur la nécessité d'intensifier la communication et la coordination au sein des mécanismes internationaux tels que l'Union interparlementaire et la 6e conférence mondiale des présidents de parlement. Cérémonie de réception du don de matériel technologique offert par l'Assemblée populaire de Chine. Après l'achèvement des échanges entre les deux parties, la cérémonie de réception du don de matériel s'est tenue. M. Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale de Djibouti, a exprimé ses sincères remerciements au vice-président de l'Assemblée populaire de Chine pour ce geste généreux. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale a adressé ses vifs remerciements et chaleureux à son Excellence Zhang pour sa visite à Djibouti. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir au nom de mes collègues députés du bureau de l'Assemblée et à mon nom propre
Monsieur le Président, le vice-président du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire, venu honorer de sa participation distinguée ce moment fort de coopération interparlementaire. De même, je souhaite la bienvenue au reste de la délégation chinoise qui se compose des honorables M. Shi Yuanbing, Wang Lishan et San Jiansong, ainsi qu'aux administrateurs qui les appuient. Je saisis l'opportunité de la présente réception pour exprimer en prélude nos remerciements profonds et l'ancienne gratitude de l'Assemblée nationale à l'endroit de l'Assemblée populaire nationale et à son président, son Excellence Zhao Leji. Sur cette lancée, je tiens à associer aussi à cet événement imprégné de solidarité fraternelle l'ambassade de la Chine à Djibouti et souligner à travers votre personne, Excellence Yubin, des efforts constants de la Chine pour notre pays. Excellence, Monsieur Zhang Zhenghe, Mesdames et Messieurs, votre présence à cette célébration s'inscrit dans le cadre de renforcement de la diplomatie parlementaire sino-djiboutienne. En janvier dernier, alors que nos pays respectifs commémoraient communément le 45e anniversaire de leur coopération bilatérale, j'effectuais à la tête d'une délégation de marque une visite officielle de Chine et à l'Assemblée populaire nationale. Durant ces séjours, nous avons adressé une requête pour l'octroi à notre institution des matériels informatiques et de transport notamment. 11 mois après cette sollicitation, nous voici réunis pour recevoir, en présence de nos frères et sœurs chinois, un lot diversifié de matériels comprenant 40 ordinateurs de bureau, 3 véhicules et un système de conférence permettant la retranscription en texte des débats d'hémicycle ainsi qu'un photocopieur. Faisons suite à la visite des infrastructures portières. La délégation chinoise de haut rang, dirigée par l'honorable Safia Elmi Djibril, première vice-présidente de l'Assemblée nationale, a poursuivi la visite, cette fois-ci dans la Free Zone, un hub économique de pointe conçu pour attirer les investisseurs internationaux. Le reportage. Faisant suite à la visite des infrastructures portuaires, hier, la délégation chinoise de haut rang dirigée par l'honorable Safia Elmi Djibril, première vice-présidente de l'Assemblée nationale, a poursuivi la visite, cette fois-ci dans la Free Zone, un hub économique de pointe conçu pour attirer les investisseurs internationaux. Ont également été présents les membres du bureau de l'Assemblée nationale, notamment le deuxième vice-président, l'honorable Omar Ahmed Raes, et l'honorable Salaman Daher Bileh, le secrétaire du bureau et président du groupe d'amitié parlementaire Djibouti-Chine, et le questeur de l'honorable Ibrahim Abdou. À leur arrivée, le vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, M. Zhang, et la délégation qui l'accompagne, ont été chaleureusement reçus par M. Aboubakar Omar Hadi, président du port et des zones franches de Djibouti, accompagné de hauts responsables du secteur portuaire et logistique. Les représentants ont présenté à la délégation chinoise les avantages concurrentiels de cet espace, notamment son cadre fiscal attractif, ses infrastructures modernes et son positionnement stratégique à l'occasion des échanges stratégiques tenus entre les représentants de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti et la délégation. Des perspectives prometteuses de collaboration ont été mises en avant. M. Aboubakar Omar Hadi, président de l'autorité port et des zones franches, a rappelé que la République de Djibouti est non seulement un hub logistique et maritime incontournable, mais également un exemple de résilience, d'innovation en matière de gestion des infrastructures portuaires et des zones franches. Le vice-président, M. Zhang, et la délégation de leur côté ont salué les progrès remarquables réalisés par Djibouti dans le développement et la gestion des infrastructures. Ils ont loué les standards élevés et maintenus dans le pays dans ses opérations et l'ont qualifié de modèle pour les autres nations. Toujours cette même délégation conduite par la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Safia Elmi Djibril. Au programme de cette autre visite, 2 infrastructures stratégiques majeures, le Doralé Multipurpose Port et le centre international d'exposition de Djibouti, le Red Sea World. Dans l'après-midi d'hier, sous la conduite de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Safia Elmi Djibril, accompagnée des membres du bureau de l'Assemblée nationale, dont le deuxième vice-président, l'honorable Omar Ahmed Raes, le secrétaire du bureau et président du groupe d'amitié parlementaire Djibouti-Chine, l'honorable Salaman Daher Bileh, ainsi que le questeur, l'honorable Ibrahim Abdou.
Une visite a été organisée à l'intention de M. Zhang Kui, vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, de la délégation chinoise qui l'accompagne. Au programme de cette visite, 2 infrastructures stratégiques majeures, le Doralé Multipurpose à Port et le Centre international d'exposition de Djibouti, le Red Sea World. À l'arrivée au Doralé Multipurpose Port, la délégation chinoise a été chaleureusement accueillie par M. Aboubakar Omar Hadi, président de l'autorité port et des zones franches de Djibouti, accompagné de hauts responsables du secteur portuaire et logistique. Et les échanges entre M. Aboubakar Omar Hadi et la délégation chinoise ont permis d'aborder des thématiques clés, notamment les défis posés par la compétitivité régionale, les opportunités d'investissement ainsi que les stratégies déployées pour maintenir Djibouti à l'avant-garde des corridors logistiques. M. Zhang a exprimé son admiration pour les efforts considérables entrepris par la Djibouti dans le développement et la modernisation des infrastructures portuaires. La visite s'est poursuivie au Centre international d'exposition de Djibouti, également connu sous le nom de Red Sea World, un espace ultramoderne destiné à accueillir des événements économiques, culturels et commerciaux d'envergure internationale. La délégation chinoise a poursuivi son programme le lendemain avec une visite zone franche internationale de Djibouti. Après l'ouverture officielle d'hier, le dialogue ministériel sur les finances s'est poursuivi aujourd'hui à Riyad, en Arabie Saoudite, avec pour thème central débloquer les financements publics et privés pour la restauration des terres et la résilience à la sécheresse. Le ministre de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Élevage, accompagné d'une forte délégation, a pris part aux échanges. Ces discussions approfondissent les approches et mécanismes financiers nécessaires pour faire face aux défis de la dégradation des terres et de la sécheresse, tout en renforçant la résilience des communautés les plus touchées. Sous le haut patronage de l'autorité de port et des zones franches, un symposium d'envergure a été organisé ce dimanche 1er décembre à Aïla Grand Hôtel. Les détails avec Samatar. Sous le haut patronage de son Excellence, le ministre des Infrastructures de l'Équipement, Hassan Hamad Ibrahim, les autorités des ports et des zones franches ont organisé hier matin une conférence de sensibilisation portant sur le thème « La protection et préservation des récifs coralliens, patrimoine naturel de notre écosystème marin ». La conférence a mis en lumière un sujet crucial pour la santé de nos écosystèmes marins. Les récifs coralliens, souvent qualifiés de forêts tropicales de la mer, jouent un rôle essentiel non seulement pour la biodiversité marine, mais aussi pour la protection des côtes et le soutien des moyens de subsistance des millions de personnes. Cette conférence, à première de son genre, a réuni les autorités portières du pays, dont le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, le chef des corps de la marine et de la garde-côte, des opérateurs touristiques, des membres des associations de la société civile, intervenant dans le domaine de la protection de nos écosystèmes marins, ainsi que des particuliers, dont des experts et chercheurs. Les autorités portuaires ont exprimé leur extrême préoccupation concernant les impacts du transport maritime et les opérateurs touristiques de pêche sur les écosystèmes maritimes. Cette conférence a permis d'autre part une plateforme de discussion sur les meilleures pratiques, des innovations et les politiques nécessaires pour protéger ces écosystèmes fragiles. Cette source pour les hommes vivant sur le littoral. Que nous sommes ici pour présenter cette conférence et que c'est suite à une semaine en fait, que nous venons de passer dans les eaux de Djibouti où on a fait en fait, une expertise des récifs coralliens sur les îles Moucha et en particulier et Mascali et en particulier en fait dans l'aire marine protégée. Le directeur général de l'Agence nationale du tourisme a dans son discours souligné que cette conférence mettra en lumière le rôle crucial des récifs coralliens. L'ANT se réjouit d'ores et déjà de la mise en œuvre d'une charte de bonne conduite pour les touristes durables qui a été élaborée et convenue en partenariat avec la direction de l'environnement et du développement durable et les opérateurs balnéaires touristiques.
C'était au mois dernier, en octobre, que nous avons pu finaliser cette charte de développement durable. Nous travaillons actuellement avec la direction de la capitainerie et la direction de l'environnement sur le projet de délimitation des zones des requins-baleines à Arta-Plage pour appeler évidemment aux visiteurs et bateaux de plaisance de se conformer aux directives réglementées des visites des requins-baleines. Nous sommes également en train de travailler sur un projet de labellisation des produits green pour promouvoir et mettre en avant au niveau national et international les offres touristiques des opérateurs engagés dans les bonnes pratiques de développement durable du tourisme. Ces efforts ne sont qu'un début et nous sommes déterminés à poursuivre sur cette voie et en travaillant avec tous les différents partis. En conclusion, nous avons la responsabilité bien évidemment de préserver notre patrimoine naturel tout en développant un tourisme qui soit à la fois prospère et respectueux de notre environnement. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement a indiqué que l'objectif est de sensibiliser les institutions nationales sur l'importance de protéger ces habitats vulnérables. Les récifs coralliens absorbent l'énergie des vagues et concourent à la réduction de l'érosion des bords côtiers. Ils réduisent les dommages en cas de tempête, ouragans et autres cyclones, ainsi que dans une certaine mesure l'énergie des tsunamis. Ce faisant, ils protègent à la fois les écosystèmes se trouvant entre les récifs et les côtes, comme les lagons abritant des herbiers, par exemple, et les installations humaines implantées en bord de mer. Le littoral, en plus des aléas du changement climatique qui menacent gravement ces habitats côtiers vulnérables, et plus largement la faune et la flore marine djiboutienne, les ordures provenant des navires peuvent être tout aussi mortelles pour la faune et les flores marines que les hydrocarbures ou les produits chimiques. Ces derniers mois, nous avons assisté à des axes inhabituels de bateaux qui ont endommagé les coraux. Afin de conserver la biodiversité marine, le ministère de l'Environnement a institué plusieurs marines protégées, dont les îles Moucha et Mascali. Le président de l'autorité des ports et des zones franches a martelé que la PSZFD s'engage activement à mettre en place des initiatives concrètes pour garantir que les activités maritimes respectent pleinement l'environnement et contribuent à la protection des écosystèmes marins. Ces récifs coralliens, véritables trésors naturels, abritent une biodiversité exceptionnelle et jouent un rôle clé dans la régulation de nos écosystèmes côtiers. Ils protègent nos côtes contre les intempéries, l'érosion et constituent une ressource vitale pour des millions de personnes, tant pour leur sécurité que pour leurs moyens de subsistance. Cependant, ces écosystèmes fragiles sont aujourd'hui gravement menacés par diverses activités humaines. Parmi les menaces figure la pollution terrestre, ce qu'on appelle en anglais land-based pollution, avec des conséquences dramatiques qui contribuent au réchauffement climatique. La situation est particulièrement préoccupante dans la mer Rouge, notre mer. Cette région riche en biodiversité est particulièrement vulnérable face à ces menaces environnementales. Les récifs coralliens de la mer Rouge, déjà sous pression, sont confrontés à des risques accrus liés au changement climatique, à la pollution et à l'urbanisation. Cette réalité souligne l'urgence de la situation et les besoins d'une action immédiate et collective. Ce symposium s'inscrit dans une démarche de sensibilisation et d'action collective pour préserver nos récifs coralliens. Il est impératif que nous agissions ensemble à travers des actions concrètes, responsables, pour protéger ces écosystèmes vitaux, non seulement pour l'avenir de notre planète, mais aussi pour le bien-être des futures générations. Ensuite, cette initiative intervient dans un contexte alarmant, a martelé le ministre de l'Équipement. Je suis heureux aujourd'hui d'ouvrir cette conférence organisée par la capitainerie des ports consacrée à la préservation des récifs coralliens de Djibouti. Ces récifs, véritables trésors de notre écosystème marin, constituent un patrimoine inestimable pour notre nation. Ils sont non seulement essentiels à la biodiversité marine, mais représentent également un héritage précieux pour les futures générations. Les récents échouages dans la rade de Djibouti nous rappellent, avec une acuité particulière, l'urgence d'agir avec détermination.
Les travaux approfondis de nos experts ont permis d'évaluer l'état préoccupant de nos récifs coralliens. De multiples menaces pèsent sur ces écosystèmes fragiles, notamment la pollution marine croissante, incluant la crise de la mer Rouge avec l'échouage de marine. Notre gouvernement, conformément à la loi numéro 245 AN 5ML, s'engage résolument dans la protection de nos zones marines. Notre approche se veut participative et inclusive. Elle consiste en l'association étroite des communautés locales à la gestion des aires protégées. Une délégation du Conseil de régulation de l'autorité des régulations multisectorielles de Djibouti, conduite par le président du Conseil, Dr Rassim Issa Ousmane, accompagné de M. Farah Ahmed, directeur de l'économie, de la concurrence et des marchés, a effectué une visite de travail auprès de l'autorité des régulations des télécommunications et des postes du Sénégal. Cette mission placée sous les signes du partage d'expériences et de l'apprentissage visait à permettre à la délégation djiboutienne de s'imprégner des bonnes pratiques et de renforcer ses capacités dans plusieurs domaines clés. Au cours de cette visite, la délégation a été accueillie par le président du collège de la RTP du Sénégal, avec qui elle a échangé sur les défis et les solutions pour une régulation efficace et pérenne. Ces discussions fructueuses ont jeté les bases d'un partenariat technique renforcé entre les deux institutions. Autre actualité de ce soir, c'est dans le cadre de la 6e édition de la Semaine nationale du handicap, l'ANPH a organisé une cérémonie de remise des clés de moto électriques destinées aux personnes à mobilité réduite et remise des certificats de réussite aux femmes en situation de handicap et les mères en charge d'enfants handicapés ayant suivi la formation de coupe et couture. L'événement s'est déroulé en présence du directeur général de l'ANPH, M. Doual Saïd Mahmoud, le directeur général de l'INAP, M. Chamak Idriss, la directrice de Qatar Charity et d'autres responsables. Cette action s'inscrit dans un projet plus large d'amélioration de la mobilité pour les personnes en situation de handicap. Les femmes handicapées ou les mères en charge des enfants en situation de handicap ont suivi une formation de coupe et de couture d'une durée de 6 mois. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'autonomisation et la valorisation des femmes handicapées et les mères en charge des enfants handicapés. Au cours de cette cérémonie, le directeur de l'ANPH a remercié le Qatar Charity. Cette formation facilitera leur intégration dans le milieu professionnel en leur offrant la possibilité de développer des activités génératrices de revenus grâce à la couture. Enfin, cette cérémonie s'est clôturée par la remise des certificats et kits de couture suivis d'une photo de groupe. Le directeur général de l'ANPH, M. Doual Saïd Mahmoud, a précisé que cet atelier de formation dédié au modèle de pédagogie clinique et au retard mental. Le directeur général a remercié le ministre de l'Éducation avec son soutien indéfectible. Ce projet, a-t-il indiqué, est une initiative majeure menée par le ministère de l'Éducation, reflétant sa politique axée sur la qualité de l'éducation et visant à garantir un accès équitable pour tous, un domaine crucial qui touche directement à la dignité, aux droits et au développement des personnes vivant avec un handicap. Cette formation marque une étape importante, a-t-il ajouté, vers une éducation inclusive où l'accessibilité et l'égalité des chances sont au cœur des priorités. Hier matin, lundi 2 décembre, le ministère de la Santé a célébré, à l'instar de tous les pays, la journée mondiale de lutte contre le sida, ayant pour thème cette année suivant le chemin des droits, les droits, notre santé, nos droits. Le ministère de la Santé a célébré hier, à l'instar de tous les pays, la journée mondiale de lutte contre le sida, ayant pour thème cette année suivant le chemin des droits, notre santé, nos droits. C'est au centre Younis Toussaint que s'est déroulée la cérémonie de célébration avec une porte ouverte pour sensibiliser les élèves du lycée d'État de Djibouti. Le ministère de la Santé a décidé donc de diffuser sur tout l'étendue du territoire national des messages de sensibilisation de masse à travers des événements inclusifs
et participatif. Des séances de dépistage volontaire seront organisées un peu partout dans le pays afin d'encourager vivement chacun à connaître son état sérologique vis-à-vis du VIH et ainsi accéder aux services de prévention de traitement des soins. Le dépistage du VIH est essentiel pour étendre la couverture du traitement et s'assurer que les personnes vivant avec le VIH puissent mener une vie productive et en bonne santé. Dans son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé a remercié les organisateurs de cette cérémonie. Voici ses propos. Faire passer un petit message surtout à nos jeunes qui se trouvent au sein de Yonus Toussaint. Nous avons des lycéens qui sont là. Je voudrais leur dire à tout le monde d'ailleurs, à toute la population, de se faire dépister. Le dépistage est gratuit, d'aller dans les centres pour connaître sa situation sérologique. Donc allez vous dépister. Nous allons, nous les cadres du ministère qui sommes au centre Yonus Toussaint, nous allons nous faire dépister aussi. Et donc j'encourage tout le monde à se faire dépister. Dans le cadre du projet de renforcement des capacités techniques et opérationnelles de forums d'action des associations et ONG nationales pour le développement durable, les ONG PL et IRICA ont organisé une formation spécialisée sur les techniques et méthodologies de recherche et d'évaluation. L'événement s'est déroulé au Palais du Peuple le 3 au 5 décembre 2024. Cette formation qui a réuni des acteurs clés du secteur associatif a pour objectif de renforcer les compétences des participations dans l'évaluation des projets de développement durable afin d'assurer une meilleure efficacité des actions menées sur le terrain. Les intervenants ont partagé des outils pratiques et des approches méthodologiques adaptées aux défis locaux. Cette formation a permis d'aborder des thématiques telles que les techniques de collecte de données, les méthodes d'analyse. Les politiques publiques et la société civile. Donc, nous comptons sur vous pour que les politiques engagées par le gouvernement soient être en mesure d'être réalisées sur le terrain et que vous soyez ceux qui suivent ces politiques, ceux qui évaluent ces politiques et ceux qui sont en mesure justement d'apporter une aide précieuse pour que notre société soit mieux développée. Le président de l'ONG PLA a souligné que ceci s'inscrit dans la volonté de fournir aux acteurs de la société civile les outils nécessaires pour évaluer et améliorer les impacts des projets sur le terrain. C'est un grand plaisir pour moi de procéder à l'ouverture de cet important atelier de formation sur les techniques et méthodologies de recherche et d'évaluation en des politiques et stratégies publiques pour la mise en œuvre des objectifs du développement durable sur les thématiques cibles, eau et assainissement et effets du changement climatique, énergie renouvelable au niveau national et local. Cet atelier constitue également le lancement du projet de renforcement des capacités techniques et opérationnelles du Forum d'action des associations et ONG nationales pour le développement durable. L'objectif du présent projet vise à renforcer et opérationnaliser le forum en lui permettant d'exécuter son plan d'action triennal et de pérenniser son implantation au niveau national et au niveau de la région de la Corne de l'Afrique en matière de plaidoyer, de communication et de partenariat pour le développement durable. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement a indiqué que cette initiative marque un pas significatif pour le développement durable et la promotion des bonnes pratiques dans ce secteur. Cet atelier de formation est très importante puisqu'elle permettra de renforcer la capacité des membres de cette organisation et la participation des associations, des ONG à la mise en œuvre des projets relatifs à l'eau et l'assainissement est très importante. Vous savez que le changement climatique prend de plus en plus d'ampleur. Les sécheresses sont de plus en plus longues. Lorsqu'il pleut, les inondations sont de plus en plus dévastatrices. Et donc, aussi bien dans le milieu rural que dans le milieu urbain, il est important de s'adapter aux conséquences du changement climatique. Et dans ces actions d'adaptation, les actions des associations, des ONG, de la société civile est très importante parce qu'ils sont de lutte contre le changement climatique. Et nous avons besoin, en tant que ministère technique, de l'appui des ONG. Nous avons besoin des ONG bien structurées, bien formées, capables de mettre en œuvre des projets sur le terrain.
et capable aussi de faire des plaidoyers auprès des populations, de sensibiliser la population, de former la population aux conséquences du changement climatique, mais aussi à des actions qu'on peut mener dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'agriculture, pour s'adapter au changement climatique. Le projet Play to Learn de l'USAID est mis en œuvre par Mott McDonald, a organisé en collaboration avec le MENFOP une cérémonie de remise des kits scolaires et de support pédagogique aux élèves de l'école privée Belal. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement de Djibouti et de l'USAID pour réduire les barrières financières et sociales qui limitent l'accès à l'éducation préscolaire, en particulier à de nombreux enfants. Elle vise à améliorer l'accès à une éducation préscolaire de qualité et inclusive et équitable. Cet événement, qui a réuni des représentants de l'USAID et du MENFOP, des écoles privées partenaires et des parents, illustre l'engagement collectif pour offrir aux jeunes enfants djiboutiens le support pédagogique nécessaire à leur apprentissage et à leur développement. Des kits contenant des fournitures essentielles ont été remis aux enfants, tandis que les enseignants ont bénéficié de matériel pédagogique. Dans son discours, la directrice adjointe de l'USAID à Djibouti a souligné l'importance de cette initiative. La représentante du MENFOP, Mme Fouzi, chef du service du préscolaire, a pour sa part mis en avant l'importance de ce partenariat pour renforcer les capacités des écoles préscolaires privées et garantir un environnement d'apprentissage stimulant pour tous les enfants, quelles que soient leurs conditions. Donc c'est ainsi qu'on a identifié un parent qui est ici, qui a des jumeaux qui sont dans la salle, que nous allons peut-être voir tout à l'heure, donc qui nous a permis de montrer cet appui que le gouvernement, en collaboration avec l'USAID, apporte pour assurer l'accès équitable et inclusif à tous les enfants. Dans sa réaction, la directrice adjointe de l'USAID à Djibouti a souligné l'importance de cette initiative. Le programme préscolaire offre de nombreux avantages aux élèves, à leurs familles et à leur communauté. Les élèves développent des compétences scolaires précoces et sont mieux préparés à entrer à l'école primaire. Les données montrent que lorsque les enfants fréquentent l'école préscolaire, ils ont plus de chances de terminer l'école secondaire. Leur taux d'abandon scolaire est réduit et leurs résultats d'apprentissage sont meilleurs. À travers le MENFOP et le ministère de la Femme et merci de votre engagement en faveur de vos enfants. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour l'avenir de vos enfants. Nouveau cap franchi. Les deux patrouilleurs de la garde-côte sont arrivés au port de Djibouti à bord de Furongsong, puis ont été mis à l'eau le dimanche 1er décembre avant de rejoindre le pont flottant mis en place pour leur usage. Les détails avec Fardous. La garde-côte djiboutienne vient de recevoir 2 patrouilleurs de 35 mètres chacun. Les 2 patrouilleurs sont arrivés au port de Djibouti à bord du Furongsong, puis ont été mis à l'eau le 1er décembre 2024 avant de rejoindre le pont flottant mis en place pour leur usage. Dénommés Saad Omar Guili et Mohamed Ali Kako, ces 2 patrouilleurs sont le fruit de l'excellence des relations entre la République de Djibouti et le Japon et ont été acquis par la garde-côte djiboutienne dans le cadre de la 3e phase du projet de renforcement des capacités piloté par la garde-côte djiboutienne et l'agence japonaise de coopération internationale, la JICA. Ces 2 patrouilleurs vont renforcer de manière significative la portée des missions de sécurité et de sûreté maritime de la garde-côte djiboutienne, tant au niveau national qu'au régional. Dotés des dernières technologies de navigation et adaptés aux conditions maritimes locales, ils représentent un atout considérable pour l'exécution des missions de l'institution. Je vous le disais dans le titre, dans l'actualité internationale, au nord de Gaza, 40 Palestiniens massacrés dans le bombardement d'une maison à Jabalia.
À Gaza, la défense civile a annoncé que plus de 40 Palestiniens avaient été tués à la suite d'un bombardement israélien contre une maison du camp de Jabalia au nord de la bande de Gaza, théâtre d'un génocide et d'un nettoyage ethnique qui dure depuis octobre 2023, faisant plus de 149 000 victimes palestiniennes entre morts et blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 11 000 disparus dans un contexte de destruction massive, de famine meurtrière, faisant des dizaines de victimes, dont des enfants, des personnes âgées, dans l'une des pires catastrophes humanitaires au monde. Israël poursuit ces massacres, ignorant 2 mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale le 21 novembre contre son premier ministre Benjamin Netanyahu et l'ancien ministre de la Défense Goland pour avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. C'est tout pour le journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.